à 1 sur un ouvert U simplement connexe est associé à oméga fermé, il dérive d'un potentiel scalaire. Alors, qu'est-ce que c'est que... Déjà, simplement connexe, vous oubliez, d'accord? C'est plus au programme, ça. Donc, vous pouvez remplacer sur un ouvert U de R3. D'accord? Donc, barrez simplement connexe et mettez à la place 2R3. Alors, pourquoi on a viré simplement connexe? Parce que c'est une notion de topologie, il faut que ça soit c'est un espace où, en gros, on peut relier deux points sans sortir de l'espace. Bon. Donc, oubliez, ça n'a pas d'intérêt pour nous. Donc, ce théorème-là, il est important parce qu'il nous dit si on peut trouver F, si F existe ou pas. Alors, comment on interprète ce théorème? Déjà, qu'est-ce que c'est qu'oméga, la forme différentielle qui est associée à ce champ de vecteurs? Ben, c'est tout simplement la forme différentielle qu'on obtient à partir des composantes x, y et z. D'accord? Alors d'habitude, on les note P, Q et R, je crois, quelque chose comme ça, non? Donc si on crée une forme différentielle oméga qui s'écrit x, dx plus y, dy plus z, dz, on voit facilement que cette forme différentielle, elle est de classe ck, k supérieur à 1, et on voit que c'est une forme différentielle qui est fermée. Parce que les dérivées croisées, en l'occurrence, ici, elles seront toutes égales à 0. Donc, on peut appliquer le théorème 1 et ça prouve l'existence de F. Alors, sur un exemple simple comme ça n'a aucun intérêt, parce que c'est évident, mais on verra sur des exemples un peu plus complexes qu'il faut justement s'intéresser à la forme différentielle et puis et voir si elle est fermée ou pas. Donc, on met ça de côté pour l'instant, on suppose que F existe et il faut qu'on trouve F. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour trouver F? On doit résoudre le système, comme vous avez fait au premier semestre. Hein. df sur dx égale à x, df sur dy égale y, df sur dz égale z. Puisque je rappelle que le gradient en cartésien, c'est df sur dx x, plus df sur dy y, plus df sur dz, ez. Donc on doit identifier ça et ça, ça et ça, ça et ça, tout bêtement. Et donc, vous avez vu au premier semestre des calculs qui étaient tout à fait pareils, quoi. Vous savez qu'on peut partir de n'importe quelle ligne, on intègre, et quand on intègre, on n'oublie pas qu'il y a une constante d'intégration. Donc allez-y, vous partez de la ligne que vous voulez, elles sont toutes équivalentes ici. Et le but du jeu, c'est d'arriver à l'expression de f.
Bon, il n'y a aucune difficulté ici, vous avez fait bien pire au premier semestre. Donc je vous rappelle que ce que l'on met en œuvre successivement, c'est de l'intégration, de la dérivation, de l'identification. Là, je suis parti de la première ligne. J'intègre par rapport à x, donc la primitive de x, ça me fait x2 sur 2, mais j'ai une constante. Cette constante, elle peut dépendre de y et de z. Je dérive par rapport à y, pour m'occuper de l'autre variable. Du coup, x2 sur 2, ça fait 0. Je me retrouve avec la dérivée partielle de la fonction g. Et ça, par identification, je sais que df sur dy, ça doit être égal à y. Donc dg sur dy égale y. J'en déduis que g de yz égale y2 sur 2 plus une certaine fonction de z. Donc on peut faire un premier bilan. Parce que ce n'est pas la peine d'aller mettre 36 lignes, on se finit par se perdre. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est je réécris l'expression de f pour y voir plus clair. Donc jusqu'à présent, on a trouvé que f, c'est x2 sur 2 plus y2 sur 2 plus h2z. Je dérive par rapport à la dernière variable qui me reste à utiliser. df sur dz, ça sera donc égal à dh de z sur dz. Là, je peux mettre un d droit parce qu'il n'y a plus qu'une seule variable. Et par identification, ça doit être égal à z. J'en déduis par intégration là aussi j'ai fait une intégration. Si dh de z sur dz égale z, ça veut dire que h de z, c'est z2 sur 2, plus une certaine constante, c appartient à r. Donc le bilan final, voilà notre fonction f. Petite remarque, quand on fait ces calculs, ça prend de la place. Vous voyez que moi j'en ai déjà plein la feuille là. Donc ça veut dire qu'il faut bien prévoir d'avoir suffisamment de place pour éviter de devoir changer de feuille parce que vous allez vous perdre quand vous allez recopier les trucs. Donc prenez l'habitude quand vous faites ce genre de truc de vraiment avoir suffisamment de place pour bien tout développer. D'accord ? Voilà, donc tout ça, c'est du déjà vu au premier semestre. Ça ne pose pas de problème en principe. Donc voilà notre champ de scalaire. Donc en tout point de l'espace, on associe la fonction f. Alors, on verra pourquoi ça va nous servir, ça après. Hein. Donc maintenant, on vous demande de calculer la circulation de A le long des parcours OAB, etc. Et on vous donne les coordonnées des différents points A, B et C. Alors, bon, je vais remettre les résultats ici.
Alors, à quoi ça sert de faire des circulations? Bah, en physique, on a déjà vu que la circulation d'une force le long d'un chemin, c'est ce qu'on appelle le travail. Donc, on a utilisé ça en mécanique. On va peut-être, si on a le temps, réutiliser ça en électromagnétisme pour faire circuler le champ électrostatique le long d'un chemin pour déterminer une différence de potentiel. Donc ça veut dire que la circulation d'un vecteur, c'est pas uniquement de la mécanique, c'est aussi, ça touche l'électromagnétisme. Alors, on a des points A, B et C qui forment un triangle, je crois. On va essayer de tracer tout ça. Donc 0, 1. Alors la coordonnée X, c'est toujours 0, donc ça veut dire qu'on est dans un plan. Ouais. Donc comme X vaut 0, on peut représenter le truc dans le plan comme ça, Y, Z. Et on va placer le point A de coordonnées 0, A, 0. Alors A, on ne sait pas ce que ça vaut, on s'en fout. On va le foutre par là. Ça. B, c'est 0 à A. Donc B, il est comme ça. Et C, c'est 0, 0, A. B. Okay. Donc on a défini des chemins. Alors dans un premier temps, on s'intéresse au chemin OAB. OAB. Alors je vais le mettre en couleur pour que ça soit plus visible. Quand on fait une circulation d'un vecteur, le chemin il est orienté. D'accord? Parcourir le chemin dans le sens OAB, ce n'est pas la même chose que de le parcourir dans le sens BAO. D'accord? Donc, quand vous avez un énoncé comme ça, il faut vraiment faire attention à ce qui est écrit et parcourir le chemin dans le bon sens. Pour qu'on soit bien sûr de ce qu'on fait, on peut rajouter une petite flèche comme ça pour montrer en fait l'orientation du chemin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait ça? Ben, ça veut dire qu'un déplacement élémentaire, le long de OA par exemple, c'est un vecteur dl qui est comme ça. dl, vous pouvez l'appeler dom si vous voulez, ça n'a aucune importance. Ici, sur le trajet, la portion AB de trajet, mon dl, il sera comme ça. Et qu'est-ce que c'est qu'une circulation? Ben, c'est tout simplement une intégrale entre deux points du vecteur scalaire dl. Alors, en général, on note ça comme ça. C'est comme circulation. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça que c'est noté dans le cours. Hein. On va regarder. Je sais pas.
Circulation d'un champ de vecteurs, page 149. Ouais. Bon, il n'y a rien de noté particulier. Bon, en général, on utilise la lettre C comme circulation. Alors, soit un C comme ça, soit on peut mettre un C majuscule classique, on peut s'embêter. Ça n'a pas d'importance, c'est que de la notation. Donc, par définition, ça, c'est l'intégrale sur OAB de A scalaire dl. C'est ça la définition d'une circulation. Alors, quand on a un chemin qui est un peu compliqué, bah, on a intérêt à couper l'intégrale en plusieurs parties. Ici, on a deux segments de droite, OA et AB. Donc, on a tout intérêt à faire une circulation entre O et A de A scalaire dl et de rajouter la circulation entre A et B de A scalaire dl. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que ça sera bien plus facile d'exprimer les dl dans les deux cas, tout simplement. OK? Après, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que en cartésien, dl, c'est quoi? C'est tout simplement dx x plus dy y plus dz z, déplacement élémentaire. Dans le cas général. Il suffit d'appliquer ça sur nos deux trajets. Alors j'efface pour faire de la place, parce que sinon je n'aurais pas assez. Alors A, je vais le mettre plutôt sous forme de vecteur colonne pour que ça tienne moins de place, d'accord? Alors que vaut dl sur le trajet OA? C'est quoi les composantes de dl? Hein? On ne se déplace pas en Y. C'est pas X, pardon, c'est Y. On ne se déplace pas en X. On ne se déplace pas en Z. Donc dx pardon, et dz sont nuls. Il y a simplement dy. Donc j'écris 0 comme composante ici, dy 0. Alors, je vais virer O et A plutôt. C'est pas faux, hein, mais plutôt que de mettre O et A, je vais mettre directement. Oh, faut que je changerai après. Pas grave. Je laisse comme ça pour l'instant, je verrai après. Donc là, pareil, je laisse AB, mais on le changera après. J'écris le vecteur A. Et sur le trajet AB, qu'est-ce que je mets comme composante? Ouais. Il n'y a plus que le produit scalaire à faire. Alors, on va changer les bornes après, évidemment. X fois 0, ça fait 0. Y fois dy, ça fait y dy. Et puis, c'est tout.
Ici, on n'aura que z dz. Et il n'y a plus qu'à mettre les bandes. Sur le trajet OA, y, il varie de quoi à quoi? Et sur le trajet AB, z, il varie de 0 à A aussi. Donc ça nous fait du A2 sur 2 plus A2 sur 2. Autrement dit, A2. Voilà la circulation. Une fois qu'on a compris le principe, c'est tout bête. D'accord? Alors, on se ramènera toujours à une intégrale simple. Donc, imaginons si on a un trajet, par exemple, on le verra sur OB. Sur OB, il y a deux D. Il y a à la fois du DY et du DZ. Donc, il faudra se ramener simplement soit à DY, soit à DZ. Il faudra garder qu'un sur les deux. On verra. Est-ce que c'est compris déjà, cette première partie? D'accord? Bon, mais ça, c'est bien. On va dire que c'est le calcul manuel de la circulation, calcul bête et méchant par intégration. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen d'aller plus vite? Eh bien si. Parce que si dans la première question, on a écrit que A égale grade de F, c'est peut-être que ça va servir à quelque chose. Et donc ça, c'est hyper important. Donc on va mettre ça en remarque. Donc puisque A égale grade de F, la circulation sur OAB de A qui vaut par définition A scalaire dl, c'est égal à grade de F scalaire dl. D'accord? Je remplace juste A par grade de F. Et qu'est-ce que ça fait grade de F scalaire dl? Presque. C'est D quelque chose? DF? Ouais, j'avais pas entendu. Trop de bruit. Ça fait DF, tout simplement. C'est quoi la primitive de DF? Ben, c'est F. Entre quoi et quoi? Ben, entre les bornes extrêmes de l'intégrale, d'accord? Donc entre O et B. Donc ça fait F au point B moins F au point O. F au point B, ça fait quoi? Ben, le point B, il a comme coordonnées 0 à A. D'accord? Donc ça fait 0 sur 2, plus A2 sur 2, plus A2 sur 2. Je remplace Y et Z par A. Plus C, j'ai oublié. Moins 0, plus 0, plus 0, plus C. À l'origine, X vaut 0, Y vaut 0, Z vaut 0.
qu'est-ce qu'on voit? On voit que, que la constante, elle s'annule. D'accord? C moins C. Il reste donc A2 sur 2 plus A2 sur 2 égale A2. Conclusion, quand vous avez un vecteur qui dérive d'un potentiel scalaire, eh ben c'est très pratique quand on veut calculer la circulation de ce vecteur. Il suffit juste d'exprimer la fonction potentielle au début et à la fin du chemin. Tout ce qui se passe dans le chemin lui-même, on s'en fout. Il n'y a que les extrémités qui comptent. Donc évidemment, c'est beaucoup plus simple quand on est dans ce cas de figure. Ouais. Alors ça vaut pour n'importe quel champ de vecteur à condition qu'il dérive d'un potentiel scalaire. Il faut qu'on puisse écrire la condition pour faire tout ça, c'est qu'on ait ça. Si on n'a pas ça, c'est mort. Donc si on n'a pas cette condition-là, on est obligé de faire par intégration normale. D'accord? Alors heureusement, en physique, il y a pas mal de cas où on aura un champ de vecteur qui dépendra, qui sera relié à un champ de scalaire avec cette formule-là. Alors en physique, on écrira plutôt A égale moins grade de F. C'est une histoire de convention. On met un signe moins. On s'en fout, hein, c'est une histoire de signe. Alors toujours pour rester dans la physique, est-ce que ça vous fait pas penser à quelque chose, ça qu'on aurait déjà vu en mécanique, par exemple? Ouais. Le travail du poids, on a vu qu'il dépendait uniquement de l'altitude, finalement, du point de départ, du point d'arrivée. Tout ça pourquoi? Parce qu'on peut dire que le vecteur poids dérive d'une fonction scalaire, et cette fonction scalaire, c'est tout simplement l'énergie potentielle. D'accord? Donc on retrouve exactement le même principe pour la physique. Alors, essayez de faire l'autre trajet pour voir. Le trajet OCB. En reprenant la même procédure. Hein.
exactement les mêmes types de calculs. Et évidemment, on retrouve le même résultat. Ce qui est logique, hein, puisqu'on vient de montrer que le champ de scalaire dépend, dérivé le champ de vecteur pardon, dérive d'un champ de scalaire. Donc la circulation ne dépend que du point de départ, point d'arrivée. Donc que l'on fasse le trajet OAB ou OCB, c'est normal qu'on obtienne le même résultat à la fin. Et évidemment, pour le trajet direct OB, on aura encore le même résultat. Donc je finis vite. Alors là, il y a juste une petite astuce pour encore que. Ouais. Alors, je vais faire ça tout de suite. Donc, le déplacement élémentaire sur le trajet OB, c'est ça. D'accord, il n'y a pas de dx, hein, vu qu'on est dans le plan. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça, de cette équation? Si on trace une droite ici, l'équation, ce sera z égale y. Donc, ça veut dire que dz égale dy. Donc, je peux réécrire dl en disant que c'est un dy y plus dy ez. Comme ça, j'ai plus que du y dans l'histoire. Et donc, la circulation sur OB de mon vecteur A, ça sera tout simplement ça. Ici, le Z, je peux aussi le remplacer par Y. Et Y, il va varier entre 0 et A. D'accord? On retrouve évidemment A2. Alors ça, c'est super important. Il faut toujours bien penser que quand on fait une circulation le long d'un chemin, même si le chemin il est courbe, n'empêche que c'est une intégrale simple. On est en une dimension. D'accord? Donc, il faut toujours se ramener à une intégrale simple quand on fait une circulation. Alors ici, on aurait très bien pu faire l'intégration sur z. C'est pareil. Il faut choisir une des variables, il faut en garder qu'une. Donc, si vous trouvez une circulation avec une intégrale double, c'est que vous êtes planté. OK? Et souvent, quand on fait de la circulation, on va pouvoir utiliser aussi des courbes paramétrées. Donc, on fera une intégrale sur t étant un paramètre. OK? Pas très compliqué. Donc, on continuera ça la prochaine fois. Alors, la prochaine fois, ce sera mon collègue encore qui va me remplacer, je crois. Ouais. Donc, je lui dirai où on en est là, puis vous continuerez. Je pense que vous ferez donc la fin de ça avec les calculs de flux. Alors, les calculs de flux, ce n'est pas tellement cette année que ça va être important. Ce sera plus en deuxième année, peut-être, je ne sais pas. Mais bon, c'est un gros morceau. Mais voilà.
on voit déjà des choses importantes. Et ben,